Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast intitulé This is my story. Aujourd'hui, nous recevons Kérosène. Kéro, comment vas-tu? Bien, et toi? Très heureux de te recevoir, ça va? Merci. Je tenais quand même à te remercier encore aussi de la part de toute l'équipe d'avoir répondu présent. Pas de souci. C'est un exercice dans lequel on ne te voit pas souvent. Ouais, c'est le strict minimum. Donc c'est pour ça que ça nous tenait à cœur déjà que tu viennes. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour nous. Alors on va retracer un peu ton parcours. Nous on va plus s'intéresser à l'homme que l'artiste, même si forcément on va en parler. Ok. On a eu la chance de recevoir une de tes sœurs. Mm-hmm. Donc tu as grandi dans une fratrie. Ouais. Est-ce que pour commencer tu peux te présenter? Sébastien, 37 ans maintenant, je me fais vieux. Tu as tout dit, hein, j'ai grandi avec mes deux parents et mes deux sœurs. Je suis le dernier petit. Et c'est tout. C'est tout. Papa, heureusement, l'enfant que j'aime. Et sinon, c'est tout, passionné de musique, mais bon, de plein d'autres choses, hein, assez éclectique. C'est bien comme ça. On aura beaucoup de choses sur lesquelles échanger. Comment tu te décrirais, toi, quand tu étais petit? Le petit Sébastien, comment il était? Comme maintenant, assez dans la lune. Je suis souvent dans mes pensées, assez rêveur. J'étais un peu influençable quand même. Après, ça dépend de quel stade. Le petit, c'était petit. Dans la lune, dans mon délire à moi. Je t'ai qu'à punir moi, t'es qu'à jouer avec des wash. Et puis c'est tout, on partait bien. Puis ce qui ça, on t'est puni. T'es qu'à dire, mais va regarder la télé. T'es qu'à dire, non, je suis puni. Et t'es qu'à jouer avec des wash en moi, tranquille. J'avais pas besoin de grand chose. Qui a sa tête, mais pas dans le conflit. Je faisais ce que je voulais faire, mais sans pour autant faire de crise. Enfin, il faut dire aussi que j'avais une éducation assez stricte. Hein. Tu connais les familles à l'ancienne, ils disent non, c'est non, ou pareil. Mais ouais, tranquille, posé en fait. C'est pas un enfant à problème. C'est comme ça, j'ai posé la question du coup à Maud, et elle m'a dit je définirais mon frère par force tranquille. Ouais, c'est ça. C'est exactement dit Sébastien, c'était la force tranquille. C'est vraiment ça. Je faisais ce que je voulais, mais sans faire trop de bruit. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je trouve que c'est pas forcément utile. Au mieux, faire ça, on y a fait sans parler. Et du coup, comment tu es, toi, arrivé, donc, dernière arrivée de cette fratrie? On décrit une famille, beaucoup d'amour. Parce que c'est toujours ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu sur la toile aussi. Ouais. On parle d'une relation très fusionnelle aussi avec ta mère. Comment tu définirais, toi, cette relation déjà avec tes sœurs et plus largement avec tes parents? Comme tu as dit, hein, c'est plein d'amour. Hein. Au jour d'aujourd'hui, après mes parents, mes deux grandes sœurs, c'est les personnes qui ont déjà fait le plus pour moi dans ma vie. Tu vois, je sais que j'ai une galère, peu importe la galère, je sais que je peux appeler mes sœurs. Maud est ici, Manuela est au Canada, mais je sais que peu importe la nature du problème, peu importe la gravité du problème, peu importe les conséquences que le problème peut avoir, je peux compter sur ma famille. Tu vois, mes deux grandes sœurs, c'est mes soldats. Avant n'importe qui d'autre, c'est mes soldats. Et la famille, c'est la même chose. La famille, c'est la même chose. Alors, malheureusement, j'ai fait beaucoup de mauvais choix. J'ai fait beaucoup pleurer mes parents. J'ai rendu ma mère inquiète pendant de nombreuses années. Le pâté a fait chivet blanc. Mais c'est mes soldats aussi. Tu vois, ils ne comprennent pas tous mes choix. Ils me trouvent trop excessif des fois. Tu vois, parce que je suis un peu jusqu'au boutiste. Mais ouais, c'est mes premiers soldats, ma famille. C'est mes premiers soldats. On a toujours été élevés avec, comme tu as dit, beaucoup d'amour. J'ai 37 piges, la matière, je l'appelle Doudou. Elle m'appelle au téléphone. Ça va, Doudou? Ça va bien, chérie? Tu vois, le pater, c'est mon poteau. On a crié beaucoup de gros ventre, encore mélodie, on a caressé ventaille. On s'est dit, foutez-moi la paix, Simone. Tu vois, mais c'est comme ça, on délire. Ouais, non, je suis pas le type de gars qui va s'inventer une vie et te dire que j'ai galéré quand j'étais jeune, que c'était les problèmes familiaux, tout ça. Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait certains choix, encore une fois. J'ai eu un certain type de fréquentation, j'ai eu un certain type d'action, mais c'était
délibéré. C'était vraiment des choix personnels. Personnel. Je ne peux pas dire que c'est le cadre qui t'a orienté vers ça. Vraiment pas, frérot. Donc, mais ça c'est mon caractère. Encore une fois, c'est la force tranquille. C'est-à-dire que c'est mon but. Regardez moi qui dis, ok. Mais moi qui fais ça en fait, tu vois. Ouais, mais non, vraiment beaucoup d'amour. On a toujours été épaulés, on a toujours été soutenus. C'est ce que j'essaie de reproduire maintenant pour mon fils. Et voilà. Ouais. Donc, j'ai lu que ton premier rapport avec la musique, tu as une de tes sœurs, mais je ne sais pas si c'est laquelle pour le coup, qui faisait partie d'un sound system. C'est ça. Et c'est ça qui a été ton premier rapport avec la musique? C'est ça, ouais. Mais ça a commencé super tôt, j'avais peut-être 7 ans. Hein. C'est ce que j'ai lu. Ouais. C'est Manuela, c'est la plus grande. Elle faisait partie du Jalawa Sound System. Et ouais, il faisait des répétitions, des fois c'était juste à côté, ou des fois même à la maison. Hein. Et donc, j'étais tout petit, 6-7 ans, je voyais les grands chanter. C'est comme ça que je me suis essayé aux improvisations. Mais pendant au moins 2-3 ans. Hein. Ensuite, à chaque fois que les cousins venaient, il y en avait un qui big bossait. Et puis moi, je continuais les freestyles. Au collège, ça a continué. Toujours sur du big boss avec Kingston, Jean-Marie Grava, big up la famille. Donc c'est ça, en vrai, avant d'écrire mon premier texte, j'avais au moins 10 ans de freestyle derrière moi. J'avais au moins 10 ans d'improvisation pure et dure derrière moi. On chantait pendant 1 heure sans jamais avoir écrit une ligne. C'était vraiment une passion. Dès qu'on avait un petit moment, c'est ce qu'on faisait. Et donc voilà. Ensuite, je suis arrivé au lycée, j'ai continué mes freestyles, puisque dans la commune, on était déjà assez connus, hein, comme les petits chanteurs, tu vois. Mm-hmm. Et puis j'ai rencontré Skyzo. Il m'a dit, ouais, mais c'est bien gentil, tu chantes un son, tout le monde écrase les morceaux de Tolkia là, ouais, mais 10 minutes après, tu sais pas ce que tu as dit. Si on te demande de refaire, tu es incapable de refaire. Donc, faut commencer à écrire, faut commencer à enregistrer, faut commencer à développer ça. Et c'est comme ça qu'en 2002, on a commencé, officiellement. Mais officieusement... le groupe Jutsu. Alors, Jutsu, c'était Bon, à l'époque, c'était pas encore les producteurs. C'est eux qui nous enregistraient, mais le groupe, c'était Black Scare Crew. Ok, d'accord. Avec Shabba, Kenzie, Sparkshot, Kingston. Donc ça, c'est le premier groupe auquel tu intègres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc avec beaucoup de freestyle. À l'époque, c'était déjà ceux qui étaient filmés qu'on voyait sur les Skyblogs ou pas à l'époque? Non. Parce que quand j'ai le souvenir de toi, comment je te découvre... C'était avant ça. Tu faisais énormément, ça se voit que c'était des freestyles. Ça c'était, il me semble, de 2006 à 2009. J'étais en France à cette époque-là. C'était avant, c'était vraiment 2002, Sanya, big up aussi. C'était vraiment le tout début à l'époque de Boignou, c'est Boignou en fait. Et les clashs qui ont commencé tout de suite après. Ouais, mais c'était avant ça. Donc ce groupe secret, tu rencontres Skyzo? Ouais, c'est ça. Et les autres membres du groupe, puisque je connaissais déjà que Shabba et Kingston, et les autres, je les ai rencontrés au lycée, donc première année de lycée, seconde, on a créé le collectif, et c'est Skyzo qui nous a permis d'enregistrer les premiers sons. Lui, il était déjà un peu plus grand, il me semble que quand je suis arrivé en seconde, il était première ou terminale, tu vois. Il avait 1 an ou 2 de plus. Et ouais, c'est comme ça qu'on a créé le morceau et le collectif. Et qu'on s'est associé à Jutsu. Donc ensuite, il y a le nom de Jutsu qu'on connaît plus. Voilà. Du coup, on a associé à ce moment-là Naïsi, Mikey aussi. Alors non, ça arrive bien après, ça. C'est arrivé encore après. Est-ce que tu peux nous faire un peu le souci, c'est que... Ouais, voilà. Le déroulement du truc, c'est que freestyle, tout ça, collège avec Shabba. Ensuite, arrivé en seconde, j'ai rencontré Skyzo et les autres amis, Kenzie, Sparkshot et tout ça. On a créé le Black Scare Crew. Mais tout de suite après, moi, j'ai eu mes embrouilles de clash. Et beaucoup d'entre les gars du Black Scare Crew n'ont pas pu suivre. Je les comprends. Parce que à l'époque, ça faisait beaucoup de bruit. Les gens disaient que plein de gens voulaient nous tuer. C'était Pointe-à-Pitre. À l'époque, tu sais, c'était pas... À l'époque, quand tu étais un petit campagnard de Sainte-Rose et qu'on te disait que tout Pointe-à-Pitre veut te tuer, je peux comprendre que certains n'ont pas voulu rester plus longtemps dans l'aventure, tu vois ou pas. Moi, mon souci, encore une fois, c'est mon caractère, tu vois. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, pas grave, on va voir, tu vois. Mais il y a des gars qui... Le reste n'a pas suivi, clairement. Donc, pendant un moment, je suis resté seul, kérosène.
Et c'est là que Naïsi, Mikey sont apparus. À la base, ouais, les gars m'ont même accéléré. Ils disaient, mais qui genre, pourquoi faire n'importe quoi, pourquoi faire mon clasher Saint-Trois aux équipes dit, ouais, mais les gars, moi, tout seul, un délire, moi, pas ni pour Monica, assumé, pas ni pour Monica, je dis, ah bon, mais attends, nous, quand clasher ces messieurs, qui tu vois. C'est comme ça qu'on a formé la Russie. Et à partir du moment où il y a eu la Russie, Black Scare n'existait plus. Enfin, pour être honnête, il existait déjà plus depuis un petit moment. Parce que les gars ne voulaient pas être mêlés au clash. Mais à partir du moment où on a fait la Russie, c'était exclusivement ça, la Russie HKM. Alors, de manière très bienveillante, je vais m'intéresser à ça. Pas pour défrayer la chronique ni quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui déclenche finalement ces clashs? Est-ce que c'est la compétition, le côté où tu veux montrer peut-être que tu es le meilleur? Non, pour moi, c'est le sentiment d'avoir vécu une injustice. Un morceau que j'avais chanté dans un freestyle, toujours les mêmes freestyles, qui avait été, plagié, pas mot pour mot, mais le flow, énormément, trop de similitudes, qui avait été chanté à un autre freestyle Énergie. À l'époque, il faisait des trucs où tu pouvais appeler juste au téléphone et tu chantais, tu lâchais tes sons. Et c'est parti de là. C'est parti d'un freestyle encore enregistré chez quelqu'un qui a fait fuiter, où je clashais les gars, et puis boule de neige. Boule de neige, ça a commencé, et puis je ne pouvais plus arrêter. En fait, c'était plus facile pour moi de continuer les clashs, malgré ce que ça pouvait engendrer, que de rester la tête baissée et entendre tout et n'importe quoi. C'était plus facile pour moi de continuer, de rester qui j'étais, d'assumer, que de me dire, ah, mais c'est pas grave, j'arrête tout. Ça me demande beaucoup plus d'efforts de me taire que de te dire ce que je pense, franchement. Alors, encore une fois, pour moi, ça sert à rien de faire du bruit inutile, de parler trop fort, de parler trop. Mais je dis juste ce qu'il y a à dire. Et là, en l'occurrence, c'était du son. Je suis resté 8 ans, presque, je dis 8 ans. De 2003 à 2000, je ne sais plus combien d'ailleurs. Mais je suis resté presque 10 ans à faire ça parce que ça m'insupportait d'entendre un son où les gens parlaient mal, où les gens essayaient de me rabaisser. Ça, c'était impossible pour moi. Peu importe les risques, peu importe ci, peu importe ça, peu importe que ça fait qu'il y a 1000 personnes qui ne t'aiment pas, peu importe le fait parce qu'à l'époque, on était vraiment diffusé nulle part. Ouais. Vraiment nulle part, il n'y a aucune radio. C'était les MP3, c'était tous ces trucs-là. Mais en même temps, le public nous donnait la force, tu vois. En même temps, les passionnés de musique disaient, ouais, c'est ok, d'accord, peut-être que je prends un coup, peut-être que ça, mais en attendant là, il y aura voyer Faya, tu vois. Oui. Les sons tournaient dans les voitures, les gens écoutaient en cachette des fois s'il le fallait, mais ils écoutaient, tu vois, ça créait des débats dans les établissements scolaires, un tel est plus fort qu'un tel, et mon t'es babier, mon t'es, tu vois. C'est mon intérêt, check nous. C'est vrai que tu vois, quand je pense à la rivalité, il n'y avait pas de demi-mesure, même pour les auditeurs. Moi, je me rappelle, il y a les pros Pointe-à-Pitre, les pros Sainte-Rose, mais c'était un choix qui était clairement, tu vois, assumé. Assumé, ouais. Les gens qui écoutaient la Russie, c'était la Russie, pas qu'à écouter rien d'autre. Et vice-versa. C'est donc, vrai. clairement, vous avez créé des clans, en fait, même chez les auditeurs. Ouais. Alors, c'est ce qui est moins bien. C'est ce qui est moins bien. Parce que, tu sais, moi, en vrai, l'art du clash, moi, je kiffe. C'est ce qui est passé. C'est-à-dire que tu vas écrire un son monstrueux aujourd'hui sur un tel va te répondre. Si la barre est plus haute, eh ben demain, toi, il faut encore te surpasser. Ça fait qu'en tant qu'artiste, tu es obligé de progresser. Même si tu es déjà le numéro 1, tu es obligé de progresser. Je ne prétends pas que j'étais le numéro 1. Je dis que même si tu es le numéro 1, tu es obligé de progresser. Tu ne peux pas te permettre de stagner. Pour l'art, pour la culture, c'est génial. Le souci, c'est qu'on a du mal à laisser ça que artistique. Le souci, c'est que ça dégénère tout le temps, que on n'a pas encore la sagesse de se dire c'est de la musique. On peut manger de ça, on peut vivre de ça. On fait les gens kiffer, on n'est pas obligé de se tuer pour ça. Tu vois, on n'a pas encore cette sagesse-là, malheureusement. Mais pour le challenge, pour le défi, pour la compétition, pour ce que ça amenait à la musique purement et simplement, mon frère, on a créé quelque chose de beau, tu vois. Mais à côté, on a créé quelque chose de laid.
Chez nous, c'est sûr que c'est... Quand on pense clash, on pense tout de suite à ça. Je reconnais déjà, pour le peu qu'on a commencé, moi, je vois le personnage sur la toile. Et la personne que j'ai en face de moi, c'est vraiment la force tranquille. Ça n'a rien à voir avec forcément ce que j'aurais peut-être pu m'imaginer. Et comment tu penses que cette escalade est arrivée pour qu'ensuite ça part vraiment dans une guerre qui a pris peut-être des proportions beaucoup trop poussées? C'est l'ego. C'est deux choses, c'est l'ego et l'entourage. Comme je te disais, pour moi, c'était plus facile de continuer malgré ce que ça impliquait que de me taire. Parce que j'avais horreur d'entendre quelqu'un me dire « Ouais, mais où sont tes bébés, on ne peut pas répondre. » Tu vois, ne serait-ce que ça. Alors, ok, ça a risqué. Ok, peut-être que fou un coup de bitin demain. Ok, ça qui fait la matière à plier. Ok, mes affaires, si on tes bébés là. Oh. Tu vois ou pas? Ça, c'est l'ego et l'entourage. Toi, tu es chanteur. Ton concurrent est chanteur. Mais les gars qui ne savent pas chanter et qui sont à fond avec toi, ils peuvent faire quoi, eux? Tu vois ou pas? Ces bougas-là, et là aussi, c'est une autre culture, mais là, ces bougas en street là, ces bougas-là, yo éveillé, yo à fond. S'ils savent pas chanter, s'ils savent pas, la seule chose qu'ils vont pouvoir faire, c'est un acte violent. Quand ils vont voir la personne. Tu vois ou pas? Pas forcément en se disant, ça va engendrer que derrière, il y aura d'autres actes violents et que ça va faire une escalade qui va durer près de 18 ans et qu'à la fin, les organisateurs auront presque peur d'organiser des soirées, qu'il y ait des artistes, que la télé va commencer à appeler les gens gangs ici. Et c'est sans se dire tout ça. Ils vont juste se dire que vous êtes ses amis à moins, vous c'est ennemis à amis à moins, mais on calotte. Tu vois, le gars d'en face va se dire, oh, bas amis à moins, on calotte, ou ses amis à moins. Et à la fin, tu te retrouves avec des petits jeunes qui étaient peut-être même pas nés à l'époque des clashs ou qui avaient 2-3 ans et qui te disent, un tel, c'est mon ennemi. Pourquoi? À passer ça, toujours t'es comme ça. Tu vois ou pas? Mais ça commence bêtement comme ça. Ego et entourage. Et après, est-ce que tu peux reprocher à ton entourage d'être à fond avec toi? C'est ça le souci. Non? Non, parce qu'ils te soutiennent, en fait. Tu vois? Non. Et c'est pour ça que je te dis, c'est qu'on n'a pas encore la sagesse de se dire c'est que de la musique. Que de la musique. Et ça, c'est propre à nous. Hein. On a un ego surdimensionné. Déjà, les gens qui fréquentent un peu la rue, mais le Guadeloupéen en général, je trouve, tu vois, on a un ego surdimensionné. Ça fait à pète là, ça fait à... Et puis même, famille, on nous dit, nous toutes, pas rentrer à casa avec coup à moun. Tu vois? À pas tes coups, à pas tes calottes, mais c'était coups. Tu vois, yo ka descendre, yo ka rabaisser, yo ka humilier, tout le monde ka regarder, yo ka qui c'était coup. Ou pas t'es pire rentrer à casa avec coup à moun. Fallait, tu te représentais toi, mais tu représentais ton quartier, après tu représentais ta commune, après tu représentais tous les gens qui te supportaient, ensuite tu vois, il y a des gens qui te croisaient dans la rue qui te disaient nous quoi compter si où. Tu vois, il y a beaucoup de chanteurs qui étaient issus d'autres communes, d'autres campagnes en Guadeloupe qui m'ont dit que c'est à partir des clashs qu'on a pu commencer à faire du son dans telle ou telle commune. Avant, si tu n'étais pas issu de Pointe-à-Pitre, c'était chaud. Fallait passer par Pointe-à-Pitre. C'était la capitale du son, c'était la capitale d'un peu tout. Tu vois? Il y a plein de gens qui m'ont dit, ça c'était impossible pour nous de quoi à l'époque, quand c'est beaucoup sorti en bas, bois Sainte-Rose, et puis permettre de clasher, la pointe, ça c'était impossible. Nous voulons faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est après que nous commençons d'accord. Ben, on n'est pas obligé de sortir la pointe pour faire son. On n'est pas obligé de sortir la pointe pour être bon. On n'est pas obligé de sortir la pointe pour un studio, pour une équipe, pour faire un bitin, tu vois. Donc, si ça a permis de démocratiser tout ça, tant mieux aussi. Et avec du recul, comment tu aurais réagi, toi maintenant? Je regrette rien, j'aurais fait la même chose. Tu sais pourquoi? Parce que, encore une fois, ça aurait été plus dur pour moi de me taire que d'assumer. Ça aurait été trop dur pour moi. Ça peut être n'importe qui. Ou quoi faire une dinguerie. Je vais essayer. Je vais me dire, j'ai trop de trucs à perdre. J'ai mon fils que j'aime. Et ensuite, on se dit, ah ouais, mais où? On est où là? Et on y va. Je suis pas sûr que ce soit un défaut. Je suis sûr que c'est pas une qualité, mais j'ai trop d'orgueil, j'ai trop de fierté. C'est le côté, comme tu dis, jusqu'au boutiste. Et je pense que c'est à partir de là, quand tu parles de tes choix, ta direction, tes parents sont pas forcément d'accord. Quand il y a toute cette tension qui parle et qui se diffuse, comment l'entourage proche, famille, pas le quartier et tout, quel est ton rapport avec eux à ce moment-là? Ils comprennent pas.
Ils comprennent pas. Tu es jeune, tu as 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. On appelle tes parents au moins 2 fois par an pour leur dire j'ai entendu que ton fils est mort. Parce qu'il y a eu des articles aussi qui s'est fait tirer dessus des trucs faux. Je me suis fait tirer dessus aussi, mais il y a des trucs faux, tu vois. Donc, ils comprennent pas. Ta mère est inquiète. La mère m'a avoué longtemps après qu'à chaque fois qu'elle entendait une ambulance, qu'elle avait un pincement au cœur, elle se disait est-ce que c'est pas mon fils qu'on a trouvé mort dans un canal, tu vois. Quand on vient dire à ton papa ouais mais Thibaut Gawa dans l'histoire combien Thibaut veut tuer, tu vois, ils comprennent pas pour de la musique, tu vois, ils comprennent pas, ils se disent mais est-ce que tu as besoin de tout ça, pourquoi ouais choisir une musique à mon fou, pourquoi, tu vois. Et malgré mon caractère, c'est que moi de même si mon fils s'embarque dans des galères comme ça, mais je vais comprendre puisque je l'ai vécu, mais je serais inquiet, je serais pas pour mais c'est laisser ça, c'est pas grave, tu vois. S'il me dit non papa on peut pas laisser ça, je vais comprendre aussi, mais ça veut pas dire que tu vas le laisser faire. Non. Tu vois, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle arrêter. Tu vois, donc, non, c'était de la peur surtout. Mais il y a un peu d'incompréhension. Je dis un peu d'incompréhension parce que pour ma mère, c'était beaucoup d'incompréhension, mais le père est comme moi, niveau caractère. Tu vois, il me disait c'est du n'importe quoi. Mais quand même, pas laisser faire n'importe quoi. Ouais. Tu vois, c'est les darons guadeloupéens. Tu vois, donc, ouais. C'était beaucoup d'inquiétude et un peu d'incompréhension. Après, quand ça a pris une autre tournure, ils ont été fiers. Tu vois? Mais c'est beaucoup de galères pour, je ne vais pas dire un peu du revers de la médaille, puisque j'ai bien kiffé aussi quand même. J'ai fait de belles choses. Mais avant, il y a eu de longues années de galères. Mais aujourd'hui, on parle quand même de plus de 20 ans de carrière quand même. Ouais. L'un des artistes, 21 ans, l'un des artistes référents de la scène guadeloupéenne, déjà. Comment tu vois cette longévité? Comment peut-être tu l'expliques? J'ai jamais été obligé de faire de la musique. J'ai toujours fait ça par passion. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille. J'ai un emploi, j'ai toujours eu un emploi. Je fais de la musique parce que j'aime ça. C'est pas la même approche que quelqu'un qui est obligé de faire de la musique pour vivre, premièrement. Deuxièmement, c'était une vraie passion. Comme je t'ai dit, avant d'écrire mon premier texte, j'avais plus de 10 ans de freestyle dans les pattes, d'impro dans les pattes. J'entends une instru en 5 secondes, je peux déjà te dire si j'aime pas, en 10 secondes, j'ai déjà un refrain. Ça vient. C'est pas la même chose qu'un jeune aujourd'hui, et je les comprends, les choses ont évolué, mais qu'un jeune aujourd'hui qui va te faire un son et qui tout de suite après avoir enregistré son premier son va commencer à te dire qu'il lui faut un manager, qu'il lui faut un producteur, qu'il lui faut un community manager, que c'est un business, qui veut 2000 € pour aller chanter, que ça. Du coup, ensuite, il va faire 3 sons et ce sera fini. Parce que c'est plus la même passion d'entrée, ça devient un business. Tout à l'heure, on en parlait avec Frankie, Rico et Little. C'est plus la même approche. Avant, tu voyais des rondes pendant les récréations, tu entendais un big boss et tu voyais des gens chanter pour chanter. Ça nous est arrivé de chanter gratuit à des soirées. D'arriver, de dire, donnez-moi juste le micro. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas je veux rien dire, donnez-moi juste le micro. Je montre aux gens ce dont je suis capable. Tu vois, avant de commencer à réclamer des cachets. Maintenant, il n'y a plus ça. Tu vois des gars qui... Et j'allais dire c'est de la faute, mais c'est pas de la faute. C'est que c'est les temps. Les temps ont changé, ça évolue. Mais les organisateurs, il y a quelqu'un qui a fait un son, mais tu vas le payer 2000 € pour venir chanter un son. Alors, comme je te disais au début, je commence à me faire vieux, mais à mon époque, c'était impossible. C'était impossible. Il y a des morceaux en eux-mêmes que tu pouvais pas monter chanter sur scène. Je t'ai dit, descendre là, bon, micro, on a descendre, n'a pas jamais monté encore. Fallait avoir un minimum de recherche dans les textes, fallait avoir de vraies choses à dire, fallait dégager quelque chose. Tu avais un public qui avant tout était critique. Le public guadeloupéen fait partie des publics les plus difficiles au monde. Si tu arrives à faire sensation chez toi, ou peut chanter si mouse, ça qui est. Mais avant, on écoutait vraiment ce que tu avais à dire. Les gens étaient là, debout, à te regarder comme ça.
Et c'est au bout de 15-20 secondes, on commençait à voir si c'était bon, moun ka krasé tol, moun ka pull up, moun ka si, moun ka ça, mais on écoutait ce que tu avais à dire. Maintenant, tu as le flow, c'est bon. L'instru passe, c'est bon. Tu as un truc qui fait rire, c'est bon. Il y a 1000 facteurs maintenant. Avant, il n'y en avait qu'un. Le talent. Et toi, tu as toujours eu cette passion. Et vu que tu n'avais pas ce besoin, entre guillemets, de l'argent de la musique, ça t'a donné cette liberté que tu as encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment tu vois, toi, l'évolution de la musique de manière générale? Toi qui as toujours été un amoureux des textes, faut le dire. Ouais, ben exactement. On sent la rime, la lyrics, au bon moment, comment tu descendais sur les instrus. On sent que c'était travaillé, recherché. Même si tu es issu du freestyle, hein, comme tu l'as dit, donc tu avais cette aisance. Quand tu vois sans aucune critique, d'autres qui arrivent dans une ère où les One Hit Wonder, maintenant, c'est presque normal, encore plus qu'avant. Ouais. On vient, je buzz, pendant l'été, je vais faire 4, 5, 6 showcases sur un son, 2-3 000 euros pour chanter 2-3 minutes. Ouais. Comment toi, tu vois ça, toi qui es issu d'une époque où moun te gavoyer la bouche si ou pas t'es bon? C'est clair. Alors, faut vivre avec son temps. Du coup, j'essaie de comprendre. Mais pour moi, quand même, il y a une dégradation de la qualité. Au niveau quantité, il y a toujours beaucoup de quantité. Il y a des tubes qui sortent. Et en même temps, contrairement à certains artistes de ma génération, je suis ni envieux ni jaloux parce que je me dis c'est triste. Il y a des gars qui seront là pour un été et ensuite que tu vas plus entendre. Il y a des gars qui ont fait 3, 4 sons. Ils ont kiffé. Tu leur as donné goût à un certain style de vie, à un certain mode de vie, à des privilèges, à une aisance que dans 3 ans, ils n'auront plus. C'est-à-dire que dans 4 ans, pour mon pareillement de bon photo encore, c'est moi qui chantais ça. Ouais, ça me dit quelque chose. Vraiment, c'est toi. OK. Et c'est fini, tu vois. Et ça aussi, c'est une descente qui est dure à gérer. Quand on te donnait 3, 4, 5 000 euros pour chanter 10 minutes et que 4 ans après, tout le monde va dire, mais qui m'a nouillé? Parce que chanter son là, ça vous comprenez? C'est difficile, tu vois, je les envie pas du tout. Pour moi, il vaut mieux galérer, mais rester dans le temps. Je disais ça dans un son, j'oublie lequel. Moi, ça fait maintenant 22 ans, ça veut dire qu'il y a des enfants que j'ai vus naître. J'étais là, qui ont déjà 22 ans, je suis encore là. Je vois des enfants de 12 ans qui me parlent de sons qui ont 15 ans. Tu vois, c'est une joie. Tu vois, il y a des trucs que je me dis, waouh. La dernière fois, j'étais invité dans les soirées lycéennes, là. Après l'année, ils organisent des soirées lycéennes et tout ça. J'ai chanté Daye et je voyais tout le public chanter Daye. Tu vois, je me dis, waouh. C'est un son qui est sorti des enfants avec 4, 5 ans. Tu vois, c'est que famille a fait écouter son là. C'est que il y a des enfants dans le collège de mon fils qui me disent ma chanson préférée, c'est Vine voir moi. Je me dis, mais c'est comment ça? C'est combien d'années ça déjà? Je sais même pas te dire. Mais je pense 10 ans. Ah oui? Ouais, je pense 10 ans. Qui me disent ma chanson préférée, c'est Vine voir moi. Les enfants ont 13 ans, 14 ans. Tu vois? Donc ça veut dire que même ces sons-là, tu vois, super bien vieilli. Le truc est resté et je me dis, je préfère vivre ça que d'avoir vécu. Et en même temps, on l'a vécu. Les vacances où on chantait 4 fois par week-end, où on finissait un show par là, fallait aller par là, on l'a vécu. La grande époque comme ça aussi. Mais c'est resté, tu vois, c'est resté par le travail, c'est resté par de l'élaboration dans les textes. Là, j'ai été, avec grand plaisir d'ailleurs, demander à l'université pour faire une masterclass à Fouillol. Et je me dis, waouh, j'ai pas eu le bac. Et là, je me retrouve devant des bacs plus à expliquer que, voilà, tu vois, et ça, c'est la recherche dans l'écriture qui m'a apporté ça. Tu vois, Pôle emploi m'a demandé d'animer une formation pour des demandeurs d'emploi qui s'est super bien passée. Erika Bizet, big up d'ailleurs. Et j'apprenais aux gens à écrire, à se présenter devant un patron, à les figures de style, ce qu'on a appris tout bêtement au collège, tu vois. Et je me suis dit, ben ça c'est la musique, c'est les fruits de la recherche dans le texte. Les nouveaux gars qui vont chanter Kaka Pipi, alors je ne suis pas en train de jeter la pierre, hein, mais les nouveaux gars qui vont chanter n'importe quel son, qui n'auront pas de contenu, ne vont pas vivre ça. Ne
vont pas vivre ça. On pourra pas faire d'études de texte sur leurs morceaux. Il y a des mères de famille qui viennent me dire, oh, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas. Mais j'ai écouté le son qui disait madame là. Ça, je suis d'accord avec toi. Merci d'avoir écrit ça. Et justement, tu vois, tu dis que tu n'as pas le bac et que l'université t'appelle. Moi, je disais en off à Little que Missy Sambou qui est très très intelligent. De par les textes et les rimes, comment tu fais pour travailler cette recherche lyricale? C'est quoi en fait? D'où ça te vient? Est-ce que tu étais quelqu'un qui ouvrait le dictionnaire, qui cherchait? Alors, ouvrir le dictionnaire, oui. J'ai toujours eu horreur de pas connaître la signification d'un mot. Parce que j'avais l'impression que tu donné un mot que tu connaissais pas. Voilà, j'allais chercher. Parce que j'avais l'impression qu'on me prenait pour un con. J'avais l'impression qu'on me parlait et que d'une manière et que je ne pouvais pas comprendre, ça me frustrait. Donc tout de suite, j'allais chercher la définition du mot. J'aime comprendre en fait. J'aime comprendre, j'aime apprendre. Et ça, après, j'ai été élevé dans une famille où on s'exprime bien. Très bien. Très bien. Et c'était vraiment l'amour du texte. Tu sais, pour moi, un chanteur, pas interprète, un chanteur, celui qui écrit ces textes, notre travail, c'est de dire ce que tout le monde veut dire, ce que tout le monde pense, mais en agençant les mots d'une manière à laquelle personne n'aurait pensé. C'est juste ça, notre travail. On n'invente pas de thème, on n'invente pas de mots. On dit ce que tout le monde pense, ce que tout le monde vit. Il faut juste trouver une manière qui touche la personne. Il faut juste trouver la manière de le dire. C'est juste ça qu'on a à faire. Mettre un flow, à côté, c'est accessoire. C'est comme je chante, j'aurais pu faire de la poésie, tu vois. Pour moi, c'est des poèmes que je chante. C'est pas juste un flow, c'est pas juste un truc. Il faut que ça raconte une histoire, il faut que les mots soient agencés de telle manière. Il faut que quelqu'un qui n'aime pas la musique, quand il regarde que le texte, se dise waouh, ok, il a écrit, il a géré. Tu vois. Il faut que des fois, tu entendes une phrase dans tout le texte, une seule phrase, et que tu te dises oh, mais j'ai écrit ça quand même. Ah ouais, ok, laisse. Tu vois, c'est ça notre boulot. Et j'ai toujours cette recherche-là. Alors, tu me demandais comment je vis les choses maintenant. Là, je suis en train d'essayer d'appauvrir les textes. Parce qu'il y a un petit jeune qui me l'a dit très honnêtement, mot pour mot, qui m'a dit que bien aimé ou un MOP, j'ai un artiste préféré moi parce que pour écouter, il faut réfléchir trop. Comme mal. On va écouter musique pour réfléchir, on va écouter musique pour amuser, moi, vous, c'est une prise de tête. Ou obligé d'écouter un texte 4 fois pour bien comprendre subtilité à telle et telle petite phrase. Ça n'a pas habité en moi, ça. Et j'ai été content qu'il me dise ça. Ouais, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, c'est ça. C'est ça, vivre avec son temps. Parce que c'est trop facile aussi de rester bloqué à une époque, de ne pas progresser, puisque c'est une régression. Mais pour rester au niveau, c'est progresser, tu vois. Et je me suis dit, c'est trop facile de se dire, mais je peux pas faire ça parce que les jeunes, maintenant, si, de parler comme un vieux. Tu vois, il faut essayer de progresser avec son temps. Du coup, j'essaie d'appauvrir les textes. Et même quand les textes sont appauvris, des fois, Little qui est là me dit, mais ça appauvrit bas, mais ça corrige toujours, mon frère. Tu vois ou pas? Le dernier son en date, d'ailleurs, le Outrogène. J'ai essayé d'écrire de la façon la plus basique qui soit pour moi. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est quand même trop élaboré. Tu vois? Donc là, j'essaie d'appauvrir les textes. Est-ce que toi, tu avais des artistes qui t'inspiraient, qui justement étaient des lyricistes quand tu étais jeune? Parce que souvent, les gens, quand ils parlent de musique, de rap, etc., au nation, enfin, dans le monde, on prend des Kendrick Lamar, des gens justement qui ont du texte, qui ont de la recherche. Est-ce que toi, tu avais des gars qui t'inspiraient? Honnêtement, non. Moi, c'est certains sons qui m'ont inspiré, mais et encore pour être totalement honnête avec toi, c'est pas les textes, puisque la plupart des gars que j'appréciais, c'était des artistes jamaïcains. Et à l'époque, je comprenais pas, j'ai jamais essayé de faire l'effort non plus d'aller chercher ce qu'ils disaient. C'était un son de Sizzla par-ci, un son de Capleton par-là, un son de... C'est les sons qui m'ont inspiré le charisme de certains artistes, les actions de certains artistes, mais pas le côté vraiment lyriciste. C'est venu tout seul.
venu tout seul. Et puis, comme je te dis, je pense aussi que c'est éducatif. Je pense que c'est éducatif. J'ai été élevé encore une fois dans une famille. C'est du mimétisme, voilà, en fait. Où on s'exprimait bien, où on parlait convenablement. Tu peux pas t'adresser à quelqu'un et puis à la fin passer pour un imbécile parce que tu arrives pas à agencer les mots pour te faire comprendre, parce que c'est une grande frustration pour moi, ça. Et en fait, quand tu es issu de parents qui savent s'exprimer, de bonne famille, on va dire, quand je pense que tu écoutes, tu es là, mais même si la conversation, c'est pas pour toi, tu entends. Ouais. Et en fait, des fois, on se retrouve à employer des mots que, clairement, si tu me demandes la définition, je pourrais pas te la donner, par contre, je sais l'employer. Je peux te le sortir, te dire, voilà. Et puis même, tu arrives à comprendre la définition à force de l'entendre dans tel ou tel contexte, tu vois, c'est clairement ça. Je pense que c'est ça, c'est du mimétisme. Et puis même, j'aime entendre quelqu'un s'exprimer bien. J'aime entendre quelqu'un faire de belles phrases. Quand quelqu'un te parle, mais qui dit, ça m'agace. Ça m'agace. Tu vois? Alors, malheureusement, tout le monde n'a pas accès à l'enseignement ou à l'éducation, on n'est pas tous égaux, en vrai, tu vois. Donc, il y a des enfants qui ont plus ou moins de chance, et ça, c'est dommage. Mais j'aime les gens qui parlent bien. Français, créole, peu importe, hein, pas forcément le français, pas forcément le créole, mais j'aime les gens qui savent se faire comprendre clairement. Alors, tu nous as dit, on va parler un peu donc, du business familial. À quel moment tu rentres dedans exactement par rapport à la musique? Comment tu intègres finalement, tu rejoins les parents? J'ai commencé à travailler avec le pater en 2009. C'était une volonté de ta part ou bien c'est plus lui ayant déjà construit quelque chose qui te dit « Bon, Sébastien ». C'est ça, c'est plus lui. En fait, moi, j'aime bien les animaux. Je préfère travailler avec les animaux qu'avec les êtres humains. Mais s'il y a que moi, je pense que j'aurais fait que du son. J'aurais abordé ma carrière différemment, mais j'aurais fait que du son. Mais j'ai vu mon pater se lever tous les jours, toute sa vie. Il travaille le 24 décembre, il travaille le 31 décembre, il travaille les jours fériés, il travaille quand c'est son anniversaire. J'ai vu le pater se lever à 6h du matin tous les jours. J'ai vu le pater faire des fêtes, aller dormir à 4h du matin, debout à 6h du matin. Le pater a toujours répété à tous ses enfants et à qui voulait l'entendre, on homme, ça va travailler, un point c'est tout. Et je sais que il a un gros business, il a son élevage porcin. Et je sais que si je prends pas la relève, il sera obligé de le vendre. Il sera obligé de le vendre à quelqu'un qui sera non guadeloupé. J'ai toujours entendu le pater dire certains indépendantistes qui ont parlé, mais ils ont tout fonctionné, ils n'ont pas qu'à créer, ils n'ont pas qu'à faire rien à la Guadeloupe. Ou peut pas faire un peuple fin indépendance, ou pas peut pas manger. Toujours entendu le pater dire ça. Alors moi, un pire extrémiste, un peu indépendantiste aussi, mais un pire extrémiste, le pater délire dit, mais mec, monde fou qui bite, bref, tu vois. Mais à ce niveau-là, je suis d'accord avec lui. Tu vois, il faut qu'on puisse se nourrir, il faut qu'on puisse entreprendre, il faut qu'on puisse créer, il faut qu'on puisse se développer nous-mêmes, pour nous, par nous. Sinon, tout le reste, ce sera que des rêves, des élucubrations, une utopie. Il faut des gens qui bossent. Et je me suis dit, si je ne reprends pas, ça part. Tu penses que c'est important parce que je sais que souvent ça fait débat. Hein. Tu as un parent qui a fait un truc, toi tu avais rêvé d'autre chose, tu voulais faire autre chose. Et je sais que des fois ça crée souvent des conflits parce qu'on ne veut pas. Ouais. Alors que d'autres te disent oui, mais tu dois. Il a monté sa pharmacie, il a fait son truc. Tu n'as pas le choix. C'est qu'il y a une manière de faire. Il y a une intelligence à avoir. Et tu sais, alors j'ai commencé à travailler avec le pater en 2009, mais j'ai arrêté de travailler avec le pater pendant un moment, pendant peut-être 6 ans. J'ai arrêté, je faisais mon son, je vivais que de ma musique. Et récemment, je suis retourné avec lui. Il y a une intelligence à avoir. L'agriculture, c'était la passion du pater. Ça n'a jamais été la mienne. Mais je suis conscient de ce que le pater a réalisé. Si tu essaies de me faire devenir passionné du jour au lendemain, ça ne peut pas coller. Ça peut pas coller. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'essaie de dire au pater, mais il faut que tu sois passionné de musique. Hein, parce que c'est moi qui est au zen. Non, mais n'importe quoi. Tu vois, ça peut pas coller. Donc,
Au bout d'un moment, le pater a compris. Et il a toujours compris, pour être honnête. Mais il m'a dit, je te demande de reprendre l'entreprise, de reprendre le business, mais je ne te demande pas d'arrêter toi ce que tu fais. Et on va s'organiser pour que le business que je te demande de reprendre ne soit jamais un frein à la carrière que tu peux avoir ou que tu veux avoir. Ensuite, c'est moi qui me suis dit, mais en fait, ça tombe bien. Si j'ai un autre travail, je ne suis pas obligé de prostituer mon art. Je peux continuer à faire ce que je veux en tant que puriste. Je peux continuer à faire ce que j'estime être vrai. Donc, j'ai allié les deux, tu vois. Mais ça n'a jamais été un frein. Mais si j'avais un partenaire qui me disait, par exemple, si on m'appelle du jour au lendemain, on me dit, demain, il faut que tu viennes en France. Il faut que tu ailles faire un show, c'est payé 4-5 000 euros, ou peu importe la somme, que je décide d'y aller, il faut que je puisse y aller. Tu vois, si ça commence à devenir une trop grosse contrainte, un frein, une barrière à ce que je veux vraiment faire, à ce que j'aime, on a un problème. Si après, quand on m'appelle, je peux dire, allô, un tel, faut venir travailler pour moi, il faut remplacer moi, demain, ça, pour vous faire. On va partir samedi, et on va partir vendredi soir, on va chanter samedi matin, dimanche après-midi, en là. Lundi, en au travail. Tu vois? Et c'est ce que je fais. Là, on est bon. Si pour le mois de décembre, il faut que je parte parce que j'ai 7 ou 8 dates. Il faut que je parte tout le mois, que j'appelle quelqu'un encore une fois. Là, il faut venir travailler à place en moi, payer autant, il faut faire ça, que moi j'appelle pour dire est-ce que ça, effectivement fait. Est-ce que Bité à mon l'a retourné, mais que je peux faire ce que j'aime à côté, on est bon. Si je peux conserver ce que le pater a construit, mais construire ce que moi j'ai à construire, on est bon. S'il faut que je marche sur mes rêves, sur mes ambitions à moi, pour perpétrer celle de mon pater, ça commence à devenir plus compliqué. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, il faut qu'il y ait une intelligence à avoir. Et il y a des parents qui c'est comme ça, les darons à l'ancienne, ils disent, faites ça, il faut faire ça, un point, c'est tout. Ça, vous pouvez faire ces problèmes-là, ou j'anisse en famille, là, il faut faire. Et je peux comprendre que ça crée des conflits. Tu disais que si tu devais vivre de ta passion, tu aurais agi différemment. Qu'est-ce que tu aurais changé alors du coup? Il y a certaines positions que je n'aurais pas prises musicalement. Moins engagé. Obligatoirement. Tu sais, là, il y a des artistes que des fois, jamais un interview comme ça, mais que en off, je traite de lâche. Parce que je me dis, tu vois, pour être invité à la fête communale de telle ou telle commune, ils disent pas ça sur les hommes politiques. Il y a des gens qui disent pas ça sur le préfet ou sur la région, parce que derrière, il y aura fait passer pour ci, mais il y aura demandé des subventions pour faire ça. Parce que ça. Alors, quand j'étais jeune, j'ai dit, parce que, comme je te dis, je suis jusqu'au boutiste. J'aurais toujours été jusqu'au boutiste. Mais par intelligence, par nécessité, par besoin, il y a des trucs que j'aurais dit, mais que j'aurais dit moins fort, que j'aurais dit plus subtilement. Tu vois? Je les aurais dit, puisque c'est plus fort que moi, l'estomac comme pas frigidaire pour mon dit, mais j'aurais dit différemment. Donc tu aurais bridé ton art? Pas bridé, mais j'aurais adouci certaines phrases. Au lieu d'être dans le frontal, j'aurais fait comprendre les mêmes choses, mais en étant plus vicieux, en détournant la chose. Or là, je rentre clairement dedans, à fond, sans détour, sans rien du tout, je dis. Je pense, je dis. J'aurais pas pu faire ça. J'aurais été obligé de faire aussi plus de sons destinés à la radio. Tu vois, il y a des trucs, on sait que ça va passer. Il y a des formules. Une voix moins, tu parlais de ça, on sait, c'est fait pour, ça va calibré pour. Ça va passer. J'aurais été obligé de faire plus de trucs comme ça. Les sons comme Malvu, les sons comme Daïel, les sons comme Kadao, les sons comme Black, tu vois pas, c'est compliqué. Oh, moi, c'est l'un de mes morceaux préférés, tu vois. Parce que dans un morceau, j'ai réussi à apprendre certains trucs à certaines personnes. Tu vois, il y a des gens qui me disent, mais ça, je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Donc, pour moi, c'est un peu ça aussi notre travail. Tu vois? Alors, je suis le premier à dire que non, l'artiste, ce n'est pas un papa, ce n'est pas une maman, ce n'est pas l'éducation nationale.
À la base, tu es censé distraire les gens. Tu es pas là pour éduquer, tu es pas là pour aussi. Mais si, en te distrayant, on peut aussi, de temps en temps, te faire apprendre un truc, t'aider à t'élever, t'aider à prendre conscience de certains trucs, ben c'est tant mieux. Si je suis là que pour te distraire, voilà quoi, un bon clown non plus. Tu vois, et avant, c'était ça. Avant, c'était l'essence même du style urbain. C'était de dénoncer des trucs. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est entertainment, c'est faire mon pompier aïe, c'est faire mon bouger. Maintenant, c'est devenu purement et simplement ça. Avant, c'était carrément un autre travail. Et j'en parle dans bas public en moins. Ils ont transformé un son pour dénoncer un son à style. Ils ont foutu plein de poupées Barbie, là, ils ça mouraille. Bon, moi, ça n'a pas moral. On n'était pas ça avant. Avant, on était là pour dénoncer. Avant, on était là pour faire un travail. On était un mouvement de contestation, clairement. Et justement, toi, c'est ça, hein, tu es un artiste engagé dans ta musique, mais pas que. Dans tes prises de position de manière générale, tu n'hésites pas à te positionner. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que, parce que tu es une personnalité publique, que c'est ton devoir, que c'est important de dire les choses quand tu estimes qu'il y a une injustice, parce que tu es une personnalité publique? Oui. Alors oui, parce que je suis une personnalité publique, mais c'est aussi mon caractère, comme je t'expliquais depuis le début. Hein, ça piffe qui moi, tu vois. Mais tu sais, pour moi, en Guadeloupe, on est dans la situation dans laquelle on est. Parce que tout le monde fait attention à ne pas perdre ce qu'il a. Des fois, tu veux faire un truc, et on te dit, ouais, mais fais attention à toi. Fais attention à toi. Ces gens-là, c'est pas comme ça. Tu pourras pas gagner. Fais attention à toi. Et je peux comprendre quelqu'un qui fait attention à lui. Mais c'est parce que tout le monde fait attention à lui que personne ne fait rien. Et qu'on est dans cette situation-là. Si 2 ou 3 personnes se disaient ça, pas grave. On peut perdre toutes. Mais ça, faut régler ça. On se serait tous rendu compte qu'on ne serait pas là où on en est. Qu'il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été permises. Qu'il y a beaucoup de choses auxquelles les gens n'auraient même pas pensé. Parce qu'ils se seraient dit, oh, mais une idée ou toi malade mentaux, là, ça peut qui passer ça. Mais le problème, c'est que tout le monde veut préserver son petit cocon, sa petite tranquillité, sa petite stabilité. Sa vie, son mode de vie, sa famille. Ça fait que personne ne fait rien. Et ça fait qu'à la fin, les gens qui t'oppressent sont tout permis. Parce qu'on sait que tu ne voudras pas perdre ce que tu as. Le fais attention à toi, là. C'est hyper dangereux. On ne peut pas tout le temps faire attention. Il y a des trucs qui méritent que ça ait fait belle. Mais on ne peut pas tout le temps faire attention. Et je comprends quelqu'un qui va te dire fais attention à toi. C'est qui t'aime. C'est ta mère, c'est ton père, c'est tes soeurs, c'est ton enfant, c'est ta famille, c'est ton conjoint, c'est ta compagne, c'est tes amis les plus proches qui vont te dire ah ouais, pourquoi foncer à dans le mur, elle va tête à ou ça peut pas passer. Fais attention. C'est un bon conseil. Ça fait que collectivement on fait rien. Et c'est ça, c'est que tu as cette personnalité que tu as, mais en même temps, comme tu l'as dit, tu es papa. Tu peux dire que tu es entrepreneur aussi. Comment tu vois maintenant ta vie? C'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat? Parce que finalement, c'est 2 postures totalement différentes. Ouais. Tu as une posture où tu es quelqu'un qui aime revendiquer et qui ne veut pas garder les choses pour soi, mais en même temps, aujourd'hui, tu représentes aussi une entreprise familiale qui doit, dans tous les cas, tourner. Quelle est ta vision par rapport à, justement, à cette entreprise? Ce sera toujours la même. Je vais toujours mettre des fois le pied dans le plat. Alors, je serai obligé de jongler un peu, tu vois, mais je vais toujours mettre les pieds dans le plat. Et j'ai une chance aussi quelque part, c'est que j'ai déjà justement tellement mis les pieds dans le plat, j'ai déjà tellement montré mon implication pour certains trucs que des fois, je vais faire des gourdes, mais on ne pourra pas te taper aussi fort sur les doigts qu'on peut taper sur les doigts de n'importe qui parce que tu es devenu toi. Parce que tu auras un certain soutien. Parce qu'il y aura des gens qui vont se dire, ah ouais, faut nous être éveillés. Tu vois? Et c'est pour ça aussi que je ne peux pas me résoudre à être lâche. Tu sais, quand tu n'as jamais fait et que tu fais une fois,
on va te tomber dessus et on va casser tous les autres de ton corps. Quand tu fais, que tu es bien connu pour faire, eh ben, tu vas faire et puis il va continuer à t'arriver ce qui t'est toujours arrivé. Tu vois? Mais tu vas faire et tu vas continuer à faire, mon frère. Puisqu'il aura qu'à faire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. C'est celui qui aura des sanctions pour la première fois va toujours plus mal les vivre que celui qui a l'habitude d'être sanctionné. Qui est déjà dedans depuis un moment. Et celui qui n'a jamais fait est toujours plus sanctionnable que celui qui fait. Parce que, tu sais, d'exemple, parce que yo veut montrer qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas jamais faire ça encore. Là où c'est Bougaï qui a fait, là où fait si bon, il va dire, bon, mais on nous pas habiter trop pour qu'il pas fait plus encore. On nous laisser. Tu vois? Parce qu'entre-temps, il ne faut pas croire qu'on est contre des gens qui sont bêtes. Tu vois? Quand tu es une personnalité publique, justement, quand ils se disent, ouais, mais à trop les bouillanter, ça peut se retourner contre nous. Tu vois, il ne faut pas croire que tu es face à des gens qui sont bêtes, on est face à des gens qui réfléchissent énormément. Donc, comme je te dis, d'un côté comme de l'autre, on ne peut pas tout faire et n'importe quoi. Comment si on avait fait une rétrospective de ces 22 ans de carrière, ça serait quoi? Du kiff, de la difficulté pendant une bonne moitié. Mais après les bons moments, ça rattrape tout ça. La difficulté, je la regrette même pas, puisqu'encore une fois, comme je t'ai dit, je n'aurais pas su faire autrement. Il aurait fallu baisser la tête pendant 10 ans. Ou il aurait fallu, comme c'était parti là, avec l'ampleur que ça avait pris, il aurait juste fallu arrêter. Tu vois ou pas? Et c'était pas possible. J'ai écrit des sons. Ça m'est arrivé 4 ou 5 fois de recevoir des messages de gens qui me disent, tu sais Kéro, j'ai fait un accident super grave. J'étais à l'hôpital et tel morceau m'a aidé à vivre. Quand tu reçois ça, tu te dis, waouh, c'est un truc que j'ai écrit dans ma chambre. Pour moi, parce que j'aime la musique, et de recevoir ça, c'est inestimable. Tu vois? Il y a des gens qui me disent, j'étais en dépression, j'ai écouté tel morceau. Ça dégageait une force, ça m'a aidé. C'est inestimable. Il y a des mères de famille qui te disent, franchement, pour l'éducation de mes enfants, ils disent, ça, je leur ai fait écouter ça, j'ai pris conscience de certains trucs avec ça. C'est inestimable. Donc tu as des sons qui, quelque part, ont non seulement éduqué, mais ont soulagé des gens dans certains moments de leur vie. Et du coup, on arrive déjà au terme de notre échange. Par rapport à ça, c'est quoi ta définition de la réussite? Kérosène, Sébastien, en tant que père, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste, 37 ans de vie, une fratrie, des parents qui ont tout vu et tout vécu avec toi. C'est clair. Réussir à faire ce qu'on aime en faisant quand même ce qu'on doit faire. Parce que ce qui doit être fait, doit être fait. On ne peut pas y couper, ce qui doit être fait, doit être fait. Mais réussir quand même à faire ce qu'on aime, réussir à kiffer, faire ce qui doit être fait. Pour moi, c'est ça, réussir. C'est pas forcément obligé de passer par plein d'argent. Il en faut. Il en faut. Pour vivre, il en faut. Il en faudra toujours. Malheureusement. Mais être entouré, être bien entouré, pour ça, il faut une certaine ligne de conduite, être bien entouré et réussir à kiffer, faire ce qui doit être fait. Pour moi, c'est ça. Pour conclure, j'ai un petit message à te faire écouter. Ok. Tu as froncé les sourcils. On a commencé par la fratrie, donc c'est logique qu'on finisse par la fratrie. D'accord. J'ai demandé à mes 2 acolytes de te faire un message qu'on va écouter ensemble. Ok. 1 égale 3, ou 3 égale 1. Entre nous, il n'y a ni premier ni dernier. Nous sommes un bloc, nous sommes tout. Maud et moi, nous étions complets sans toi. Et quand tu es arrivé, tu as donné du sens à l'amour, tu as donné de l'intégrité à notre complétude. Tous les 3 ensemble, nous sommes la complétude de l'intégrité ou l'intégrité de la complétude. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Qu'est-ce que tu te disais, c'est mes soldats, à la vie, à la mort. On a ce tatouage-là, en commun.
C'est-à-dire à 3, on fait qu'un. C'est, comme elle a dit, c'est un bloc. C'est mes premiers soldats, c'est mes sœurs. À la vie, à la mort. C'est bien résumé. On finira par ça. Ouais. Merci, Kéro. Il n'y a pas de quoi, merci à vous.